Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro du podcast de Paris en Lumière. Aujourd'hui, on va parler climat, on va parler lutte contre les pollutions, on va parler urbanisme, on va parler transformation de la ville. Pourquoi il faut transformer la ville, pourquoi il faut l'adapter aux ces grands enjeux climatiques pour la qualité de vie, pour protéger l'avenir de notre ville pour nos enfants. Hugo est avec nous aujourd'hui pour nous accompagner. Je te laisse Bonjour Emmanuel. te présenter et tu vas m'aider un peu à développer ces sujets-là dans ce deuxième numéro. Avec plaisir, merci de nous recevoir dans ton podcast. Moi, je suis urbaniste et parmi tous les sujets qui m'intéressent, il y a d'abord de démontrer que l'urbanisme, c'est central dans les grandes questions de la transition écologique qui sont devant nous. Et le deuxième, c'est aussi de montrer qu'en matière d'urbanisme, tout est assez politique. Et donc, on est en plein dans le mille là, pour cet épisode. Pour celles et ceux qui connaissent rien à l'urbanisme, il y a peut-être trois lettres. Donne quelques clés Ouais. d'entrée sur un sujet qui est très technique, mais qui est d'abord politique, parce que c'est là que se joue sans doute l'essentiel. Exactement, on va s'en sortir en commençant par trois lettres qui sont peut-être plus importantes que les autres en matière d'urbanisme, que tout le monde devrait connaître, c'est P, L et U, ça veut dire plan local d'urbanisme. Les professionnels connaissent bien ça, c'est un peu l'alpha et l'oméga de ce qui fait l'urbanisme sur une commune, dans une ville. Et il s'avère que Paris a adopté, sous ton impulsion, en tant qu'adjoint à l'urbanisme, un nouveau PLU. Et il s'avère également que ce n'est pas n'importe quel type de PLU, c'est un PLU d'un genre nouveau, comme il n'en existe pas ailleurs en France, c'est un PLU dit bioclimatique. Alors est-ce que peut-être tu peux commencer par nous dire pourquoi un nouveau PLU et puis ce que ça signifie, bioclimatique? Absolument. Donc c'est vraiment un chantier majeur qu'on a mené. C'est vrai qu'on s'était dit avec Anne Hidalgo et à l'époque Jean-Louis Messica était adjoint à l'urbanisme à la fin de la mandature précédente, qu'on touchait au bout du bout des règles et que pour transformer la ville, pour agir sur la transformation de la ville, on avait besoin de modifier les règles. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir. C'est évidemment extrêmement technique, extrêmement précis, mais en fait, il y a quelques grands principes simples. Un plan local d'urbanisme, c'est dans toutes les communes de France. Ce sont les communes, parfois les intercommunalités qui fixent. C'est tout simplement les règles qui vont s'appliquer pour l'évolution des bâtiments, leur rénovation, la construction, le développement urbain. Et puis, on ne peut pas tout faire avec un PLU, mais on peut aussi aller assez loin en matière de stratégie d'aménagement de l'espace public. C'est vraiment, pour un maire, l'outil le plus important pour façonner l'avenir. Il faut comprendre qu'on ne fait pas une révision tous les jours, c'est un travail sur le plan Ça administratif. a mis des années. Ça met des années. On l'a fait d'ailleurs dans un temps record et on le doit d'abord à la mobilisation des services de la ville et au fait que la majorité municipale voulait ce PLU bioclimatique. Et à la fin de la mandature présidente, elle a dit banco. Et donc, on a mis au programme électoral de 2020 qu'on souhaitait faire ce PLU bioclimatique. Et pourquoi il est bioclimatique? Ce n'est pas son appellation juridique, mais c'est pour donner un sens à ce que nous voulions faire. C'est qu'il est un instrument au service de l'adaptation de la ville aux grands enjeux climatiques et environnementaux, dans lequel, évidemment, on y reviendra, il y a l'objectif de lutter contre les pollutions en général, les pollutions atmosphériques, les pollutions sonores. Deuxième grand enjeu, c'est la question de l'empreinte carbone de la ville. C'est une expression pour simplifier l'impact environnemental qu'a la ville sur elle-même. C'est les activités économiques, l'habitation, les déplacements, les touristes, etc. Tout ça génère une empreinte environnementale avec un objectif de neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire de faire en sorte que toute activité humaine génère de la pollution, génère une empreinte, mais qu'en face, eh bien, on le compense. Et donc, on a travaillé pendant plusieurs années pour définir ces grands principes et on va pouvoir rentrer dans le On détail. va rentrer sujet par Et sujet. c'est un PLU qui peut, je pense, vraiment être qualifié de révolutionnaire parce que c'est la première fois qu'on adapte, je ne dis pas qu'il est parfait, hein, mais c'est la première fois qu'on adapte un plan local d'urbanisme à la trajectoire dite des accords de Paris, dont on fêtera en 2025 les 10 ans, la COP 21, qui vise à rendre concret, rendre pratique cet engagement de neutralité carbone. Alors on va zoomer dans tous ces sujets, végétalisation, construction neuve, etc. Mais peut-être juste un petit mot pour préciser, parce que les professionnels de l'urbanisme, par définition, travaillent avec un PLU, c'est leur document de travail. Donc là, c'est les bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, les propriétaires fonciers, les architectes. Tout propriétaire qui veut faire une intervention lourde dans son immeuble, dans son logement, eh bien, peut être amené à déposer un document d'urbanisme qui doit respecter des règles, et c'est le PLU qui les définit.
Et les habitants alors et les citoyens? Et qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Est-ce qu'il faut qu'ils s'attendent à des nouveautés? Alors oui, beaucoup, et j'espère pour le meilleur. Mais concrètement, pour prendre des cas pratiques. Un cas pratique, chacun l'a en tête, c'est, je dirais l'alpha et l'oméga, on va dire, du cœur des acteurs de métier de ce sujet-là, c'est: «Je veux construire un immeuble». Eh bien, le PLU va fixer les règles et donc, un PLU, j'allais dire standard, va fixer des règles de hauteur, d'organisation, d'insertion dans le paysage, à quoi ça va servir cet immeuble et veiller, et notamment par exemple, donne un exemple concret, hein. Un promoteur dit: «Je veux construire un immeuble de bureaux». On va lui dire: «Bah non, la puissance publique, le maire et ses équipes vont dire: "Bah non, on veut pas que ce soit qu'un bureau, on veut aussi qu'il y ait des commerces au rez-de-chaussée, éventuellement des équipements et cetera". C'est grâce à cet outil qu'on arrive à orienter la fabrique de la ville, à la fois pour, une commune qui, s'impose elle-même des investissements, immobiliers, mais aussi pour, et c'est l'enjeu principal, c'est, d'inciter et de dire: «Nous, voilà la ville que l'on veut, le type de ville que l'on veut, pour l'avenir». Deuxième exemple, c'est une copropriété, que ce soit un propriétaire monobloc ou que ce soit une copropriété, multiple. Eh bien, c'est un grand projet de rénovation, par exemple thermique. Tout n'appelle pas nécessairement une autorisation d'urbanisme, mais dès qu'on fait un truc un peu lourd, pour être clair, on a besoin de demander l'autorisation à la commune et donc on va aider. Et donc le PLU, précisément, il est conçu pour faciliter, pour aider à la rénovation thermique. Et puis le dernier exemple que je veux donner pour illustrer, tu l'as évoqué, c'est la question de la végétalisation. On dit tous, il faut rafraîchir les villes, il faut mettre plus de nature, ça sert à la fois à rafraîchir la ville, c'est plus agréable en termes de qualité de vie du quotidien, des espaces verts, on en a tous besoin, on le sait. On en a besoin aussi pour mieux gérer les eaux et éviter de rejeter toutes nos eaux de pluie dans les réseaux d'assainissement et essayer de faire en sorte d'irriguer naturellement la ville et de la faire respirer. Et c'est démontré sur le plan scientifique qu'une ville végétalisée est plus fraîche qu'une ville, et ça devient en été, avec notamment les risques de canicule auxquels on va être systématiquement confronté, de réduire considérablement, entre guillemets, d'amortir le choc grâce à ces stratégies d'aménagement. Eh bien, le PLU fixe des règles permettant, facilitant, incitant, obligeant parfois à créer des espaces verts, à la fois dans le domaine public, mais aussi et surtout dans le domaine privé. Je veux bien qu'on revienne sur les 2 premiers points, en gros, la construction neuve et la ville existante, parce qu'elle continue à se transformer à coup de rénovation, de réhabilitation, et cetera. Peut-être on commence par la construction neuve, parce que c'est le sujet qui médiatiquement fait le plus parler autour, d'un PLU en général. C'est est-ce que Paris doit continuer à construire, accueillir des nouvelles constructions ou dire, «Stop, on arrête là». Derrière, c'est la question évidemment de la densité de Paris. Paris, c'est une ville très dense, historiquement très dense, aujourd'hui très dense. Comment on aborde la question à l'heure qui vient? Est-ce qu'on continue à construire? Si oui, où? Et si oui, quoi? Alors, c'est un débat évidemment compliqué sur quelques exemples que je donne. C'est pas pareil si on parle de densité d'habitation, de densité d'usage. Paris a la particularité, d'avoir une densité d'habitation élevée en tant que telle, mais encore plus évidemment du fait de ceux qui fréquentent Paris sans forcément y habiter. Et donc la densité, c'est ni bien ni mal, ça dépend pourquoi faire, où, comment on la mesure et cetera. Mais en tout cas, pour dire quelques enjeux, et je pense que les Parisiens le savent parfaitement. Pendant longtemps, notamment sur l'impulsion de Bertrand Delanoë et de Anne Hidalgo, nous avons construit beaucoup dans les zones qui étaient disponibles. Il y avait des grandes friches industrielles, dans des grandes zones d'aménagement concerté, comme on Voilà, les les appelle. Parisiens, ils connaissent Clichy-Batignolles, Paris rive Chapelle gauche. Internationale, Paris rive gauche. Exactement. Or, objectivement, on arrive au bout de cette stratégie-là. Il reste quelques lieux dans lesquels il y a encore de l'aménagement, secteur Porte de la Villette, secteur dans le 20e, sur quelques secteurs de Porte, dans lequel par ailleurs nous avons cranté une ambition immense de création d'espaces verts, notamment la fameuse ceinture verte d'espaces verts dans le grand nord-est parisien entre la Porte de la Chapelle et la Porte de la Villette, etc. Bref, il reste quelques réserves foncières, quelques terrains vides, comme on dit, ou qu'on peut réaménager, mais de fait, Paris est plein. Paris est plein. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est vraiment un marqueur important de ce PLU bioclimatique, notamment par rapport au précédent, qui avait été inventé en 2006, c'est pour montrer la durée de vie de ces cycles d'urbanisme. C'est vraiment le temps long, c'est le temps long d'action. On passe d'un urbanisme de production à un urbanisme de transformation. Je prends l'expression que tu as utilisée. La ville, elle est déjà là.
Et comme c'est le cas depuis plusieurs siècles, elle va se réinventer sur elle-même. Alors, on peut zoomer sur les différents enjeux. Il y a consommer moins d'énergie, transformer des usages, c'est-à-dire transformer des bureaux en logements, par exemple. Qu'est-ce qui est au menu, en gros? Alors, il y en a beaucoup, énormément. Effectivement, dans les enjeux de transformation, quels sont-ils? Il y a d'abord un enjeu d'économie d'énergie et de diminution de l'empreinte environnementale. C'est notamment la rénovation thermique du bâti, qui à Paris est un enjeu évidemment majeur pour atteindre nos objectifs. Un deuxième enjeu, c'est, en gros, je pourrais dire, pour simplifier, il faut transformer des bureaux en logements, mais plus précisément, qu'est-ce qu'on doit faire où pour avoir des quartiers équilibrés? Un quartier équilibré, c'est des quartiers dans lesquels il y a une qualité de vie qui se développe et, si possible, qui s'accentue dans les équilibres à retrouver. Deuxième exemple, c'est des enjeux dans lesquels on rééquilibre les zones d'emploi et les zones d'habitation, dans lesquelles il y avait eu au cours du 19e siècle et dans la seconde moitié du 20e siècle, des déséquilibres structurels à Paris trop grands. C'est bien connu des Parisiens. Typiquement, on dit que des les emplois sont à l'ouest. Voilà, et alors les c'est un peu emplois sont schématique à l'est. parce qu'il y a les quartiers de l'Ouest, mais grosso modo, c'est un peu ça. En tout cas, il y a ce qu'on appelle le triangle d'or à Paris, qui sont en gros les quartiers d'affaires historiques qui sont créés au 19e siècle. On l'oublie, mais c'est assez ancien ce phénomène-là de tertiarisation, on va dire, de l'habitat parisien, dans les immeubles haussmanniens notamment, et dans lequel il y a beaucoup trop de bureaux. Ce qui a un défaut, c'est que d'abord, on n'a pas des quartiers de vie qui sont toujours aussi efficacement mis en place, et on souhaite prouver. Et puis, il y a aussi un déséquilibre historique sur l'implantation des logements sociaux. Ce déséquilibre, il s'est construit au début du XXe siècle, dans lequel on a aménagé la zone au-delà de la barrière des fermiers généraux, donc pour résumer, tous les secteurs de port de beaucoup de HLM, mais qui provoque un déséquilibre entre des endroits où il y en a beaucoup, je ne dis pas trop parce qu'il n'y en a jamais trop, mais il y en a beaucoup, et des endroits où il n'y en a quasiment pas du tout. Et dans ces endroits, c'est difficile d'en créer parce qu'on ne peut pas en construire puisque c'est déjà plein. Et donc, comment ça passe? Ça passe que par un enjeu de transformation. Mais il y a d'autres enjeux qui rendent le sujet à la fois passionnant et exigeant à Paris. C'est notamment, je veux faire une ville adaptée au changement climatique, je veux diversifier les usages, je veux plus d'habitation, le logement est la priorité On va revenir là-dessus. numéro une. Mais en même temps, j'ai un patrimoine exceptionnel qui est évidemment une qualité, une beauté remarquable, qui ne facilite pas de remplir les autres objectifs. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine à Paris, un tissu urbain exceptionnel dans sa diversité et dans sa qualité. Et donc, quand on fait de la rénovation thermique, etc., on entrecroise des objectifs qui ne se concilient pas facilement tout seuls. Et le PLU bioclimatique, il a essayé de trouver le point d'équilibre sur cette ambition d'abord environnementale et de préparer Paris à affronter l'avenir. Pour résumer, un enjeu, un exemple. Vous avez acheté un appartement sous les combles à Paris. Vous l'avez payé trop cher, d'ailleurs, par définition. Oui. C'est un sujet en soi de maîtriser les prix fonciers, mais vous l'avez payé très très cher parce qu'il est sous les combles. Il est parfait, mais exposé à un phénomène caniculaire, il est de facto quasi insalubre. Et donc, il faut comprendre la menace qui pèse sur une partie du bâti parisien, c'est le cas dans toutes les grandes villes du monde qui sont confrontées à ça, et l'urgence de l'enjeu de le transformer. Et donc, le PLU bioclimatique, il vient donner des règles qui aident à aller plus vite, qui aident à aller plus loin, et je l'espère, au bénéfice de tous. C'est un sujet d'actualité en plus, là, avec les étiquettes G, les gens suivent. Exactement, c'est très bien de cette mesure, d'interdire les passoires thermiques parce que c'est une incitation à faire la rénovation. Ça a un inconvénient, c'est que ça sort une partie des logements du stock disponible, et donc c'est potentiellement, ça nourrit aussi des effets inflationnistes. Donc il faut aller vite pour pouvoir être efficace. Mais alors, je saisis du coup la perche sur cette question du logement, parce qu'une urgence peut en cacher une autre, et donc on a une urgence environnementale évidente, mais qui ne doit pas effacer non plus l'urgence de la crise du logement, qui est dure à vivre pour les Parisiens. Et là, si on regarde un peu l'histoire longue des 20-25 dernières années, depuis l'époque Bertrand Delanoë, il y a eu un effort très conséquent qui a été fait de rattrapage en matière de création de logements sociaux. C'est pas parce qu'on passe au PLU bioclimatique qu'on met de côté ces objectifs. Non, surtout pas, et c'était vraiment peut-être le point d'équilibre principal que nous avons dû travailler et trouver sur le PLU bioclimatique, c'est précisément ça. C'est entre notre ambition de créer des espaces verts et de libérer
de la surface au sol au profit de la végétalisation, soit par création d'espaces verts, soit par ce qu'on appelle la débitumisation. Ça consiste à prendre un sol imperméable et à détruire le goudron, très clairement, pour remettre de la respiration et de la terre naturelle. Et de l'autre côté, l'obsession de traiter ce sujet du logement, comment on trouve la solution? Et c'est là qu'on mobilise plusieurs leviers que je vais expliquer et simplifier. Le premier, c'est la construction. Dans les endroits où c'est encore possible, avec des règles durcies, mais on permet de construire. Contrairement à ce qui a pu être dit par les gens qui s'y opposent et qui s'opposent à cette vision ambitieuse et environnementale de l'urbanisme, ce n'est pas du tout un PLU anti-construction. Là où c'est pertinent, évidemment qu'on continuera à le faire. Mais ça ne suffit pas. Et on ne remplira pas nos objectifs de création supplémentaire de logements sociaux, et j'insiste, de logements intermédiaires également, uniquement sur la réserve foncière où on construit des bâtiments neufs. Il y a plusieurs leviers. Il y a des sujets de transformation, c'est-à-dire on utilise des locaux qui ne sont pas à destination d'habitation pour en faire des trucs d'habitation. Donc c'est par exemple des anciens entrepôts industriels qui sont en obsolescence et donc on va les transformer. C'est des bureaux. On a créé des mécanismes pour obliger à introduire un minimum de logements dans les grands projets de transformation des très grands immeubles. C'est possible, il y a c'est pas toujours simple sur le plan technique, c'est même très compliqué, mais on a prévu des cliquets pour aider, pour accompagner, etc. Autre exemple, c'est de lutter contre ce qu'on appelle les logements inoccupés. Les logements inoccupés, Énorme sujet. énorme sujet. C'est un énorme sujet d'ailleurs, en réalité dans le monde entier, et en France en particulier, dans 2 endroits, dans les très grandes métropoles dans lesquelles il y a une très forte attractivité, une grosse spéculation immobilière, et dans les endroits également où il y a des phénomènes de surtourisme qui ne sont pas beaucoup habités le reste de l'année, mais qui l'étaient. Donc c'est dans ces 2 endroits-là qu'on a besoin. Le PLU vient renforcer considérablement les règles qui nous permettent de lutter contre les logements inoccupés. Je sais que ce n'est pas très agréable, mais nous, on défend l'intérêt général et on doit trouver des équilibres. C'est lutter contre les meublés touristiques, pas du tout contre les meublés touristiques, mais ça ne peut pas se faire au détriment de l'habitat permanent. Deuxièmement, c'est lutter contre les résidences secondaires et l'augmentation importante du nombre de résidences secondaires sur Paris. Et enfin, c'est lutter contre un phénomène qui est assez improbable et impensable quand on ne connaît pas techniquement bien le sujet, mais c'est ce qu'on appelle les locaux vides. Il y en a beaucoup. Pourquoi? C'est lié à plein de choses. C'est parfois quelqu'un est propriétaire d'un immeuble de bureau, ils sont en mauvais état, ils sont plus louables entre guillemets sur le marché, mais ça coûte très cher de les rénover et parfois ça dure plusieurs années. Donc on attend. Voilà. Et donc ça, c'est une mesure qu'on porte. L'honnêteté m'oblige à dire que ce n'est pas une compétence municipale, mais c'est un sujet de réquisition. Ce n'est pas possible, quand on a la crise du logement qu'on connaît, de laisser des logements et des locaux vides sans qu'il y ait une action beaucoup plus forte en matière de réquisition. Et donc voilà, il y a plein d'autres mesures, mais ce qu'on fait, on fait à la fois des grands objectifs de création de logements. On a atteint 25% sous l'action de Bertrand Delanoë et de Anne Hidalgo. C'est un très grand succès. 40% de logements publics en 2035, 30% de logements sociaux et plus 10% de logements abordables. C'est exactement ça. On veut poursuivre l'effort de création de logements sociaux en ayant une vraie politique qu'on veut continuer à faire de rééquilibrage territorial. On a déjà fait beaucoup de choses en la matière, mais là, il faut vraiment utiliser le levier de la transformation. Prenez le 7e arrondissement. Le 7e arrondissement, c'est l'arrondissement qui a le taux le plus faible de logements sociaux. En une opération, il est passé de 2,1 à 3% de logements sociaux. On est très loin des obligations légales de 25%. Et on ne l'a au total à Paris atteint sous l'action de Anne Hidalgo, que parce qu'il y a des taux beaucoup plus forts ailleurs, et dans lesquels ça peut poser des problèmes ou des questions d'équilibre, et d'équité aussi. Et donc, comment on fait dans le 7e arrondissement, qui est plein comme un œuf, on ne va pas construire ou très marginalement? Eh bien, c'est par des grands projets de transformation, on ne fera pas de miracle, mais on va poursuivre cet effort de rééquilibrage territorial, et le PLU bioclimatique, il vient donner des armes, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres, mais le PLU bioclimatique vient donner des règles qui permettent de mettre en œuvre ces objectifs. Et alors peut-être une dernière question pour ouvrir un peu notre horizon, parce que tu as placé ta campagne sur le thème de Paris en grand. Est-ce que c'est pas un peu absurde quelque part que chacune des 133 communes du Grand Paris ait chacun son PLU? Je crois que si on additionne tout, il y en a plusieurs dizaines de milliers d'articles différents. Enfin, en tout cas, comment on fait pour
Voilà, sortir des murs du Alors, périphérique, tout c'est à une fait. Moi, pensée globale. c'est totalement ma conviction, mais on n'a pas rien fait du tout là-dessus. Et je vais dire plusieurs choses. D'abord, il n'y en a pas par commune exactement, puisqu'il y a des PLU communaux, certains intercommunaux. Par exemple, la Plaine Commune a un PLU intercommunal, donc c'est un seul PLU, c'est déjà mieux que rien. Paris a le sien et c'est déjà très grand. Mais oui, alors on a déjà beaucoup travaillé à l'échelle métropolitaine, et j'en ai été évidemment un acteur central parce que je connais bien ces sujets et qu'ils m'intéressent infiniment, à travers un document, pardon pour les sigles, mais c'est le schéma de coordination territoriale, qui est un document qui assure, entre guillemets, qui fixe des lignes directrices dont les PLU doivent s'inspirer, c'est une obligation, hein. Les PLU doivent respecter les orientations du SCOT pour être votés. Donc on a mis de la métropole, exactement, de la métropole du Grand Paris. C'est gros, pour ceux qui ne connaissent pas le périmètre de la métropole du Grand Paris, c'est le périmètre à l'intérieur de la A86, grosso modo. Ça, c'est, je trouve, la première pierre essentielle d'un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est que aujourd'hui, on doit penser différemment l'urbanisme de demain, et je vais donner 2 pistes pour cela. La première, c'est qu'effectivement, pourquoi on fait un PLU à l'échelle de Paris? C'est simplement parce que c'est la loi. Et donc, si jamais il y a une maturité et qu'on pense qu'il faut faire des PLU métropolitains dans leur globalité, il faudra à un moment toucher la loi. Et quand on veut toucher la loi, il faut d'abord en discuter, et je proposerai un cadre de travail pour en discuter. Mais je crois qu'effectivement, un vrai PLU bioclimatique aurait dû être travaillé, donc ça n'aurait pas été exactement celui qu'on a fait, parce que d'autres gens y auraient participé, mais je pense qu'il y a une maturité pour créer un PLU bioclimatique à l'échelle métropolitaine. C'est l'une des propositions que je porterai en 2026, et puis au-delà, évidemment, si j'ai la chance d'être élu maire par les Parisiennes et les Parisiens. Et la deuxième proposition que je formule, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, l'urbanisme, comme tu l'as dit au départ, c'est à la fois très technique, mais en fait, c'est éminemment politique et éminemment essentiel. Parce que c'est là que s'y décident les grandes lignes de force de la ville que nous préparons pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants, que nous verrons peut-être le plus longtemps possible, mais pas en détail. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un enjeu essentiel. Et un PLU, il est construit en fonction de différents textes, mais grosso modo, il respecte des prescriptions légales, hein. C'est la loi qui fixe qu'il doit y avoir ou pas dans un On va PLU. écrire n'importe quoi. On ne peut pas, évidemment pas écrire n'importe quoi, et c'est normal qu'il y ait des règles nationales qui fixent un peu le cadre de jeu. Mais je trouve qu'il y manque un élément, c'est de mobiliser les compétences intellectuelles et professionnelles de ce qu'on appelle l'urbanisme du Caire. C'est-à-dire, en gros, tout ce qui est éminemment lié à l'urbanisme, à l'urbain, mais qui le rattache et qui l'ancre plus dans la vie sociale. Par exemple. Par exemple, on a beaucoup travaillé dans le PLU bioclimatique et proposé des outils sur la question de c'est quoi la réflexion, le sous-jacent, c'est quoi une bonne occupation de l'espace public, du domaine privé, autour de grands concepts qui sont super intéressants à approfondir. La question de l'intensité d'usage, la question des partages d'usage, la question de l'attention à l'autre et comment l'espace urbain et les projets urbains servent des projets d'abord sociaux. Et moi, j'ai toujours dit que la clé de l'urbanisme, c'était pas d'abord l'architecture et l'urbanisme au sens réglementaire du mot. Des bâtiments. C'est d'abord du social, c'est d'abord une politique sociale. Qu'est-ce qu'on veut faire de la ville? Qu'est-ce qu'on veut faire du vivre ensemble? Comment et pour qui on construit la ville? Si on veut garantir que la ville de Paris, dans quelques dizaines d'années, ce soit toujours ce modèle pas parfait, mais inégalé dans le monde, de mixité sociale, de dynamisme culturel, de dynamisme économique, j'allais dire de dynamisme philosophique aussi sur les batailles qui s'y jouent, et tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est aussi ça sa richesse, eh bien, il faut qu'on complète l'arsenal en matière de politique d'urbanisme et qu'on le mette en résonance avec l'ensemble des politiques transversales qui sont celles des collectivités. Et puis pour nous, parce qu'on est la capitale du pays, donc c'est un peu particulier, de discuter avec la préfecture de police, la préfecture de région, l'ensemble des villes autour, l'ensemble des autres collectivités territoriales et des acteurs qui font la ville. C'est les acteurs associatifs, c'est les habitants eux-mêmes d'abord, et c'est évidemment l'ensemble des acteurs économiques, etc. Et comment on va construire, entre guillemets, une ville du soin, une ville qui prend soin de ses habitants, qui prend soin de ceux qui nous font l'honneur de nous visiter. Et j'ai des intuitions très fortes qu'on va travailler pendant la campagne qui vient. Comment on fait un PLU bioclimatique qui, en parallèle du document réglementaire qu'il est et qui a une forme un peu contrainte, comment on y ajoute un volet humain en cohérence, en résonance,
qui s'appuiera beaucoup sur ce que Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo ont fait et qui vont nous aider à construire un avenir pour Paris, je pense, idéal, je ne sais pas, mais en tout cas meilleur. Affaire à suivre donc. Merci Emmanuel pour Merci cet beaucoup échange. et voilà, avec grand plaisir. C'était un plaisir de vous retrouver et puis on approfondira tous ces sujets dans les épisodes à venir. Je voudrais vous dire que vous pouvez évidemment poser des questions que vous souhaitez sur ce podcast ou sur d'autres sujets et qu'on aura plaisir avec l'équipe et moi-même à vous répondre. Et voilà, je vous dis merci beaucoup pour l'écoute et puis à très bientôt.